Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Jean-Yves Grandidier. Vous êtes le président fondateur de la société Valorem. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous présentez aujourd'hui à Cayenne les activités de votre entreprise qui est déjà implantée en Guadeloupe. Une entreprise qui fête cette année ses 30 ans. Exactement, 30 ans. J'ai créé Valorem en 1994. Au départ, un bureau d'études spécialisé dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie, et qui aujourd'hui est un producteur d'électricité, toujours à partir d'énergies renouvelables, principalement éolien, solaire et hydraulique. C'est de l'électricité qui est injectée dans le réseau ou vous travaillez en toute autonomie? Alors c'est pour l'essentiel de l'électricité qui est injectée dans le réseau, mais c'est vrai qu'en 1994, on était aussi à cette époque-là, très présent dans le domaine de l'électrification rurale pour électrifier les sites qui sont isolés du réseau. On a une expérience assez importante dans ce domaine-là qui a été acquise au début de l'entreprise. 10 ans que l'entreprise est implantée en Guadeloupe. Quel bilan pouvez-vous dresser? Le bilan est positif, hein. On a mis en place en Guadeloupe la première éolienne anticyclonique, c'est-à-dire une éolienne qui ne se rabat pas, hein, quand les cyclones arrivent, hein, et donc c'est ce qui permet de mettre des éoliennes de plus grande taille, donc qui permettent de plus produire avec une surface de terrain qui nous est donnée. Voilà, et puis en plus c'est des éoliennes qui aussi avec des systèmes de stockage qui permettent de pouvoir de programmer en fait la production et de délivrer une production qui avec une prévisibilité du jour pour le lendemain. Donc voilà, ça marche bien. On est aussi le producteur hydraulique de Guadeloupe. On a une dizaine de mégawatts de centrales essentiellement sur Basse-Terre en Guadeloupe, et avec ces deux énergies, eh bien on produit à peu près 5% de la consommation électrique guadeloupéenne, et pour ce faire, on a nos installations qui à la fois développent nos nouveaux projets sur les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et les personnels qui les maintiennent. Et donc là, on a fait appel à des gens locaux qu'on a formés à nos techniques et qui ont été ensuite mis à l'exploitation et à la maintenance de ces installations sur place. Donc on crée aussi des emplois et on permet de produire une énergie à la fois renouvelable, donc non émettrice de gaz à effet de serre, hein, qui se substitue aux grandes centrales thermiques qui utilisent du fuel aujourd'hui dans ces territoires, et en même temps qui produisent cette électricité pour beaucoup moins cher. Aujourd'hui, vous voulez étendre vos activités sur la Guyane. Quelle est votre feuille de route? Notre feuille de route, c'est à la fois, on a deux axes de développement. Les centrales raccordées au réseau, on va dire centralisé de la Guyane, hein, donc éoliennes, photovoltaïques. On vient de mettre en place un moyen de mesurage du vent, hein, un SODAR qu'on a installé pour potentiellement faire un projet éolien raccordé sur le réseau guyanais. Et puis l'autre axe, c'est l'amélioration de l'électrification des écarts, des villages qui ne sont pas raccordés au réseau, en y mettant des énergies renouvelables, à la fois pour produire dans ces écarts une énergie verte, mais aussi parce qu'on va mettre en particulier du photovoltaïque dans ces situations-là. Eh bien, on équipera ces installations de batteries, comme on l'a fait par exemple en Guadeloupe, ou comme on le fait aussi en France, de batteries qui vont permettre effectivement d'assurer la consommation de jour comme de nuit, et dans des meilleures conditions que ce qui se fait aujourd'hui avec les groupes électrogènes, qu'on va conserver pour les jours où il y a plusieurs jours sans trop de soleil en particulier, pour pouvoir continuer à maintenir une alimentation. Parlez-nous de votre planification. Quel est votre rétroplanning? Le rétroplanning, c'est justement sur ces sites isolés. On a un premier projet sur Regina où on va déposer une demande de permis d'ici
mi-2025 et ensuite on espère pouvoir construire la centrale avec une mise en service mi-2027 sur cette première installation, donc pour permettre effectivement à ce site, à ce village d'être alimenté par de l'énergie renouvelable pour l'essentiel dans le courant de l'année. D'autres entreprises en Guyane interviennent sur le champ des panneaux photovoltaïques. Vous me direz que c'est la loi du marché, mais quelle va être votre valeur ajoutée? Le fait d'intervenir principalement sur les zones isolées? Alors alors non, on va pas faire que sur les zones isolées, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va faire aussi sur les installations raccordées au réseau centralisé. Une grosse problématique en Guyane, c'est le réseau. C'est le réseau, il n'y a plus de capacité d'accueil. Ce qu'on voudrait proposer, c'est, si les résultats de nos mesures de vent sont satisfaisants, c'est de proposer des projets hybrides pour se différencier un petit peu, éolien. On a cette compétence de projet dans le domaine de l'éolien et couplé avec des projets photovoltaïques. Et de cette manière-là, on va mieux utiliser les capacités d'accueil, on va régler en partie ce problème de goulot d'étranglement que constitue le réseau actuellement et d'assurer une production d'énergie beaucoup plus longtemps dans la journée, puisque l'avantage de l'éolien, c'est que le vent souffle la nuit et même souffle un petit peu plus la nuit que le jour. Donc on a même au niveau de la journée une petite complémentarité entre ces deux énergies renouvelables. Il y a un certain nombre de réticences autour de l'éolien, déjà dans l'Hexagone. Est-ce que vous comptez faire de la concertation auprès de la population, de la pédagogie également? Alors bien sûr, dans ces projets-là, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir les collectivités pour leur parler de nos projets. Ensuite, on fait effectivement de la concertation. On a même fait, dans certains cas, à côté de chez nous, enfin, à côté de l'implantation du siège qui est sur Bordeaux, dans le Médoc, on a fait même venir la commission particulière du débat public pour faire un débat avec garants, les garants étant les gens de la commission particulière du débat public. Et effectivement, on fait non seulement de la concertation, mais aussi on implique les citoyens et les collectivités, les syndicats d'électrification dans nos projets. De quelle manière? Au capital. Alors là, il suffit d'aller voir sur TF1, là il y a eu un reportage sur une implantation qu'on est en train de construire à côté de La Rochelle. C'est à la fois la plus grande éolienne installée en France, tout territoire confondu de la France, puis c'est ces machines de 162 mètres de diamètre, mais qui en plus présente l'avantage d'avoir 49% du capital qui est possédé par une coopérative d'un côté et par le bras armé de la région en termes d'investissement dans les énergies renouvelables qui s'appelle Terra Nova sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, il y a eu un reportage sur TF1 il y a quelques temps qui montre qu'au passage des pales, la nuit, eh bien, les gens applaudissent le passage des pales. Et pareil, on a eu un très bon article sur Le Monde qui montre en fait ce qu'on peut faire quand on implique les gens et la manière dont ça améliore l'acceptabilité de ce type de projet. La participation à ces projets, c'est la solution que vous avez trouvée peut-être pour faire oublier le bruit que génère l'éolien? Alors le bruit que génère l'éolien, vous savez, au droit des grandes villes, il y a beaucoup plus de bruit qui est généré par les autoroutes, par les trains. Et ici, quand arrive le soir et qu'on voit le bruit que font les grenouilles, les éoliennes, vous n'allez pas beaucoup les entendre, hein, franchement. Est-ce qu'il y aura une répercussion sur la facture du consommateur? Ah oui, bien sûr. La facture des consommateurs, enfin, des consommateurs, mais plutôt des consommateurs dans la France hexagonale, parce que c'est eux qui payent en fait le coût de la péréquation, hein, le fait d'avoir des tarifs quand même ici qui soient à des niveaux acceptables pour que les consommateurs puissent avoir accès à cette électricité, à ce service public d'électricité. Eh bien effectivement, nous on va réduire le coût de la péréquation tarifaire avec les énergies renouvelables. Et ça c'est la bonne nouvelle. Et ramener peut-être ce coût de la péréquation pratiquement à zéro si on développe suffisamment fortement l'éolien et aussi bien sûr le solaire. On est à des coûts de production avec le solaire aujourd'hui qui sont en particulier dans des régions comme ici où on a quand même un très bon ensoleillement, qui aujourd'hui sont suffisamment bas pour que ce coût de la péréquation puisse devenir pratiquement nul, quoi.
Où en sont vos négociations avec l'opérateur historique, en l'occurrence EDF Guyane? Alors EDF Guyane, on ne les a pas encore rencontrés, enfin moi je ne les ai pas encore rencontrés, il va falloir le faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. On a rencontré le syndicat d'électrification, mais pas encore l'opérateur historique. Donc il faut attendre 4, 5, 6 ans pour voir arriver les premières installations de la société Valorem en Guyane, surtout dans les parties isolées et l'Est, vers Regina? Effectivement, on a commencé Regina il y a 1 an, bon voilà, 2023, et puis il faudra, bon, oui, 4 ans. Vous savez, en Guadeloupe, moi j'y suis allé en 2011, et on a mis en service la centrale en fin 2018, début 2019, c'est-à-dire que il fallait, alors c'est une centrale éolienne, il a fallu 8 ans pour, voilà, c'est pas énorme, contrairement à ce qu'on croit, hein, c'est à peu près la moyenne du temps qu'il faut pour développer un projet, voilà, donc effectivement, c'est des projets qui sont au cours. Le solaire, ça va peut-être un peu plus vite, mais il faut prendre le temps, on est au sol, il y a des enjeux environnementaux très importants ici, il faut quand même regarder l'impact qu'on peut avoir et trouver des solutions, il va falloir être créatif, on découvre, hein, on va rester modeste, on ne connaît pas complètement la problématique guyanaise, mais on va essayer, à partir du moment où on la comprendra mieux, de trouver des solutions, d'être créatif parce que nous, on est société à mission, et une des premières choses qu'on a comme objectif dans notre mission, c'est effectivement de faire des projets qui aillent plus loin en termes de biodiversité que la simple réglementation, c'est-à-dire d'améliorer les choses au-delà de ce que nous demande la réglementation. Société à mission, c'est-à-dire? L'entreprise à mission, c'est une entreprise qui a une raison d'être. Voilà, et nous, c'est valoriser ensemble les énergies des territoires pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire. Et donc, dans cette mission, on se fixe un certain nombre d'objectifs, donc celui de l'environnement en particulier, mais d'autres objectifs. Quand on parle d'ouvrir la voie, c'est d'ouvrir la voie, c'est aussi de l'innovation au niveau social, au niveau sociétal. Bon, par exemple, le financement participatif en intégrant les citoyens dans le financement de nos projets, c'est les clauses d'insertion, par exemple, hein. On fait des clauses d'insertion comme ça se fait dans les marchés publics, c'est-à-dire qui permettent de donner la possibilité à des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis un certain temps de trouver la possibilité d'avoir un emploi et de découvrir peut-être une filière économique et de se réinsérer dans la société. Et on a des associations qui s'occupent de cette réinsertion des gens éloignés de l'emploi en France, je dirais en France toute confondue. Enfin, moi je connais plus la France hexagonale à ce niveau-là, mais qui sont fantastiques. Et leur problème, c'est qu'elles manquent de projets. Et bien les énergies renouvelables, ça pourrait être une source de projets. Et nous, on s'y emploiera. On a déjà fait 50 000 heures d'insertion en France depuis 2017, où on a commencé à mettre en place ce genre de choses. Eh bien, cette empreinte-là et cette marque de fabrique que l'on a aujourd'hui dans l'Hexagone, eh ben, effectivement, on essaiera de la développer aussi en Guyane avec les associations qui s'occupent de ce genre de questions. Il y a 2 questions pour clore cet entretien. Vous parliez d'associations. On a des associations de défense de l'environnement en Guyane qui sont extrêmement actives. On sait que certains projets ont été ont avorté suite à l'intervention justement de ces associations. Est-ce que vous les aviez déjà rencontrées sans les citer? Oui, on les a déjà rencontrées, elles nous ont fait part des enjeux. On sent bien qu'il y a de gros enjeux et on fera avec elles, comme on le fait déjà dans l'Hexagone, hein. On collabore fortement avec la LPO, avec France Nature Environnement, voilà, pour essayer effectivement d'avoir des projets qui soient des projets de bonne qualité et en utilisant la méthode et éviter, réduire, compenser, mais moi j'y rajoute un A, c'est-à-dire que même notre objectif et notre ambition, c'est d'améliorer la qualité des projets au niveau environnemental en essayant par les mesures d'accompagnement et de compensation de recréer des biotopes, de recréer des choses comme ça s'ils ne sont plus là par exemple. Mais ici, c'est vrai qu'il va y avoir un vrai enjeu, hein. Je ne dis pas que c'est gagné, mais on va essayer d'être créatif et on ne fera pas ça contre l'environnement, ça c'est pas possible. Il faut que
Développer les énergies renouvelables, comme je vous disais, c'est aujourd'hui les énergies les moins chères qu'on trouve sur le marché, mais il faut que dans le développement des énergies renouvelables, on soit prêt à payer la protection de l'environnement avec nos projets. Ça va rajouter quelques euros par mégawattheure de plus, quelques pourcents de coûts de production, mais c'est la condition sine qua non. Il faut aussi que nos projets, eh bien, avec des coûts supplémentaires pour protéger l'environnement, permettent effectivement de se payer cette protection de l'environnement. L'impact sur l'environnement, j'imagine que vous l'avez mesuré. L'espace que va occuper l'éolien, c'est des champs en moins, c'est du manioc en moins, c'est des patates douces en moins. Tout cela, vous y avez pensé? Pas du tout, c'est pas du tout ça. Enfin, sur l'éolien, ça prend pas de place. D'une part, ça prend pas de place. Deuxièmement, sur le photovoltaïque, nous on fait des projets agrivoltaïques et au contraire, on va plutôt permettre à des projets agricoles de se redévelopper, à des gens de se reconvertir, d'aller vers de la bio, parce que c'est pas facile le parcours. Et donc le projet photovoltaïque peut faire un tas de choses à ce niveau-là. On a aussi renaturé des sites en France métropolitaine. On a renaturé des sites, on a des sites qui étaient pollués. Eh bien, le photovoltaïque permet la dépollution et intègre dans son business plan le coût de cette dépollution. On reconvertit des maïsiculteurs à faire des productions beaucoup plus en phase avec la polyculture, avec voilà, du fourrage, un aliment complet que le maïs n'est pas. Donc voilà, on permet la reconversion des agriculteurs. Au contraire, voilà. Mais après, c'est aussi notre manière de faire les projets photovoltaïques qui sont très extensifs, ils sont non artificialisants, les fonctions écologiques du sol sont conservées et donc les fonctions agricoles peuvent se développer. Au contraire, le photovoltaïque va permettre, parce que effectivement, il va demander aux agriculteurs des services et il va payer aux agriculteurs des services pour pouvoir les services dont on a besoin sur nos projets. Eh bien, ça va permettre au contraire de pérenniser des modèles agricoles et de les développer et de faire que il y a des jachères ou des friches qui ne se perpétuent pas et de redévelopper de l'activité agricole sur ces terrains. Peut-être pour compléter, la production de la centrale de la Rivaux, quand ce projet a fait l'objet d'une acceptation par la ministre de l'écologie à l'époque, pour pouvoir faire l'équivalent de cette centrale avec du photovoltaïque, c'est 200 à 300 hectares de photovoltaïque au sol. Alors d'une part, il y en aura une partie qui se fera sur des bâtiments, sur des terrains anthropisés comme les parkings, et ça c'est la loi d'accélération. Mais donc, si on fait quelques dizaines ou voire centaines d'hectares de photovoltaïque en sol pour pouvoir produire l'équivalent de ce qu'est la centrale de la Rivaux, et puis avec peut-être des batteries, on pourrait tout à fait remplacer avec quelque chose. C'est-à-dire que quand on voit la superficie de la Guyane, le problème c'est qu'on ne va pas affamer les Guyanais en mettant un peu de photovoltaïque. Au contraire, on va permettre à des filières agricoles de se redévelopper avec l'aide du photovoltaïque. La société Valorem, à terme, en plus de l'insertion, c'est combien d'emplois ? Alors, c'est 500 emplois aujourd'hui. C'est 500 emplois. En 94, c'était moi, tout seul. Mais sur la Guyane, je parle... Sur la Guyane, là, pour le moment, on fait les choses à partir À terme, c'est-à-dire une fois que les projets seront aboutis. Si on regarde sur la Guadeloupe, aujourd'hui, on a une quinzaine d'emplois sur la Guadeloupe. Si ça se développe bien, ça peut être... à Nantes, par exemple, on a une agence avec une base de maintenance, on a plus de 50 emplois. Ça peut être, ça peut être 30, 40 emplois, 50 emplois sur la Guyane pour les activités de développement, les activités d'exploitation et de maintenance. Monsieur Jean-Yves Gandidier, merci. Eh bien, merci à vous.